quand vous êtes beaucoup plus fort que le petit voisin, pour vous donner l'autorisation d'utiliser la force contre plus petit, la meilleure façon de le justifier, c'est de dire que c'est une menace existentielle qui vous est portée. On est maintenant dans une dialectique de l'impunité. L'impunité, c'est pas seulement l'immunité, c'est aussi la stratégie de pouvoir et de puissance qui se déploie. Comment l'autre imagine que je le perçois? Je suis arrivé à la conviction que l'humiliation, c'était peut-être le paramètre dominant des relations internationales. On ne se rend pas compte du feu qu'on est en train de mettre à notre planète. Il y a un principe fondamental. Un humain vaut un autre humain, un mort vaut un autre mort. Qu'il y ait 10 millions de femmes et d'hommes et d'enfants qui meurent de faim chaque année, mais qui vous en parle? Vous connaissez un JT, un journal télévisé qui une seule fois fait son œil du 20h sur le sujet? Ça, vous voyez, c'est l'image exacte. Un monde de responsables déresponsabilisés et un nouveau monde responsable auquel on ne confère aucune responsabilité. Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous recevoir sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors, vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris, spécialiste de sociologie des relations internationales et auteur de nombreux ouvrages majeurs comme L'impuissance de la puissance, Le temps des humiliés ou encore tout récemment L'art de la paix. Votre travail s'intéresse aux facteurs sociaux, historiques et subjectifs dans l'analyse des conflits mondiaux, incluant les rapports d'humiliation, d'asymétrie et de subjectivité dans ces conflits. Depuis 2023, vous dénoncez les agissements d'Israël et vous parlez de guerre d'anéantissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste et pourquoi c'est maintenant à ce point banalisé? Alors, vous savez, on vit un paradoxe que l'on n'a jamais voulu regarder en face et qui, pourtant, explique le grand hiatus dans lequel nous nous trouvons. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe? Le paradoxe, c'est que la puissance, elle est là, elle est vive, elle est de plus en plus destructrice, elle est de plus en plus meurtrière, elle est de plus en plus coûteuse aussi. Elle se projette de façon de plus en plus banalisée dans des guerres. Vous savez que depuis 1945, on compte 500 guerres dans le monde. 500, hein? Et donc, on voit à quel point la puissance paroxystique, celle qui s'affirme, celle qui contraint l'autre de façon directe et de façon souvent brutale, est de plus en plus présente sur la scène internationale, mais porte de moins en moins de résultats. Ça, c'est le grand paradoxe qui, d'un certain point de vue, date de 1945. Pourquoi 1945? Nous sortons du second conflit mondial, 60 millions de morts, et nous entrons dans une phase dont on n'ose pas parler, sur laquelle on ne travaille pas suffisamment, qui est la phase de décolonisation. Et à ce moment-là, les signes s'inversent. Le faible commence à gagner face au fort. Donc on voit, il y a tout un jeu trouble qui se met en place, des inversions, et qui font que la puissance n'aboutit plus. Regardez la guerre du Vietnam, la guerre d'Irak, les guerres d'Afghanistan, tant venant de l'URSS d'ailleurs que des États-Unis. Regardez l'échec des puissances coloniales dans les guerres de décolonisation. On pourrait continuer, on pourrait même prendre le conflit du Sahel, qui n'est pas, hélas, terminé, loin de là. Et puis, cette tension systématique, ininterrompue pratiquement, au Proche-Orient depuis 1948, c'est-à-dire 77 ans d'âge. À chaque fois, la puissance s'affirme, elle détruit, mais elle ne parvient pas à construire. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? La puissance s'auto-finalise. Vous savez, autrefois, on apprenait dans les manuels de stratégie, comme dans les grands manuels de théorie de philosophie des relations internationales, que la guerre permettait de réaliser des objectifs politiques. Vous avez vu des objectifs politiques qui ont été réalisés grâce à la guerre depuis 1945?
J'aurais tendance à dire aucun. On va sûrement m'écrire qu'il y a eu, dans les années 60, un conflit qui a atteint ses objectifs. Bien sûr, il ne s'agit pas de parler de 0%, mais la proportion est infime, inquiétante, par rapport à ce qui se passait avant. Alors, quand on est face à une puissance de plus en plus destructrice et en même temps de plus en plus inefficace. Vous citiez amicalement mon ouvrage sur l'impuissance de la puissance qui date de 2003, c'est-à-dire 22 ans, où déjà j'essayais d'analyser à propos du conflit irakien précisément ce phénomène. J'ai été amené à considérer que la puissance était en train de muter vers un autre modèle, qui est le modèle de la chaotisation. C'est-à-dire, si je suis puissant, que je veux affirmer ma puissance, celle-ci ne débouchera pas sur un ordre que je ne peux plus construire, concevoir, comme autrefois Louis XIV ou Napoléon pouvaient le faire, et donc je ne gagnerai qu'en augmentant mon différentiel de puissance, c'est-à-dire en m'affichant comme plus puissant qu'hier et plus puissant que les autres, mais en affichant les autres comme moins puissants qu'hier et moins puissants que moi. Donc on entre dans une logique de la chaotisation et de la destruction. Alors au Proche-Orient, c'est absolument évident, évidemment dans les territoires palestiniens, mais cette stratégie a touché le Liban, a touché la Syrie, elle avait déjà touché l'Irak, et maintenant elle commence à toucher l'Iran. Mais la Russie fait la même chose en Ukraine, où finalement la destruction compte plus que la construction. On détruit des infrastructures, on détruit des villes, on détruit des lieux sensibles, mais rien ne se produit de positif. On n'arrive pas à construire un nouvel ordre. Alors, est-ce que cela va durer? Est-ce qu'il y aura une régulation du système international? Est-ce que tout ceci va s'épuiser? Parce que c'est finalement très coûteux, hein. C'est très coûteux, ce genre de stratégie. Est-ce que la prise de conscience, quelque chose qui, dans mon esprit, est très important, qu'aujourd'hui, la vraie paix est moins coûteuse que la vraie guerre? Est-ce qu'on va véritablement s'en rendre compte? Si on s'en rend compte, peut-être qu'il y aura des lendemains qui chantent que vous connaîtrez, mais que je ne connaîtrai pas. Si on sort des postures morales, et simplistes qu'on entend sans arrêt sur les plateaux télé, on comprend que l'espèce de barbarie qu'on voit actuellement, en particulier à Gaza, a forcément des racines. Qu'est-ce qui explique, d'après vous, la barbarie israélienne actuelle, au-delà évidemment de l'attaque ignominieuse du 7 octobre? Vous savez, je crois que pratiquement dès la construction de l'État d'Israël, s'était installée l'idée que la sécurité dépendait exclusivement de la puissance. Si je veux vivre en sécurité, je dois afficher, utiliser et utiliser systématiquement ma puissance. C'est un peu la vieille idée hobbesienne, c'est un peu la vieille tradition réaliste des relations internationales. Mais elle a été portée, je dirais, triplement au paroxysme. D'abord, premièrement, parce qu'il n'y a jamais eu de plan B, c'est-à-dire de tentative de penser la coexistence de deux peuples, de deux nations, de deux États. Alors, il y a eu les accords d'Oslo, on a cru à ce moment-là, fin des années 90, qu'il y avait une conversion de la classe politique israélienne à cette idée de coexistence, et puis elle s'est très vite évaporée, très très vite, et en 2000, on n'en parlait plus. Et donc, l'absence de plan B a débouché sur quelque chose qui est extraordinairement préoccupant, que l'on n'a pas vu venir, ou qu'on a fait semblant de ne pas voir. À savoir que si la puissance ne marche pas, bah, c'est pas compliqué. Il faut mettre un peu plus de puissance. C'est ce qu'on appelle l'escalade, la logique de l'escalade. Et effectivement, regardez ce qui se passe depuis 2000, depuis l'échec des accords d'Oslo, en quelque sorte, et l'échec de Camp David, on voit
que, on est dans une dialectique de répression qui fait qu'il n'y a pas d'autre porte de sortie. Ça, c'est le premier facteur paroxystique. Il y a un deuxième facteur paroxystique qui est extrêmement important, c'est que Israël s'est construit comme étant la pointe avancée de la civilisation occidentale dans le Proche-Orient. Au début, moi, j'ai cru que c'était de l'idéologie, une façon de justifier, de légitimer. Or, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a vraiment un bloc occidental qui trouve son point d'aboutissement dans ce Proche-Orient à travers l'existence d'Israël et qui se traduit par une alliance militaire indéfectible. C'est-à-dire que on a vu comment la société américaine, notamment les campus universitaires aux États-Unis, réagissaient négativement à cet assaut de violence dont je parlais il y a un instant. Ça a amené Joe Biden et même Trump, d'un certain point de vue, à réagir en corrigeant le discours et la rhétorique. Mais rien n'a été changé dans la pratique. On continue à livrer des armes. Et autant le président démocrate que le nouveau président républicain. Donc on est dans une logique, je dirais, de confort de l'alliance. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut regarder et surveiller ce que alliance veut dire dans un monde globalisé. On n'a pas été assez attentif à ça. Vous savez, l'alliance, c'est une invention des Européens dans un contexte réduit et limité qui était celui de l'Europe de la Renaissance et des temps modernes, et jusqu'en 1945. La projection de l'alliance, qui est ce mécanisme européen sur l'ensemble du monde, donne cette banalisation de la guerre et en même temps cette consolidation de l'idée qu'une stratégie militaire sera en définitive victorieuse. Et puis, il y a une troisième idée, qui est l'idée de l'impunité. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Qu'est-ce que c'est que l'impunité? C'est la certitude que si on viole le droit et les valeurs humaines fondamentales, on ne sera pas puni, donc pourquoi se gêner? Et on est maintenant dans une dialectique de l'impunité. Pourquoi moi, Netanyahou, arrêterais-je mon escalade à partir du moment où je ne risque rien? Je ne risque rien sur le plan des sanctions internationales, je ne risque rien du point de vue de la capacité de réplique de ceux que j'attaque, et je ne risque rien du point de vue de la solidité de ma coalition gouvernementale. Ça, c'est ça le jeu de l'impunité. L'impunité, c'est pas seulement l'immunité, c'est aussi la stratégie de pouvoir et de puissance qui se déploie. Vous savez, dans le cas ukrainien, Poutine, qui a été l'agresseur de l'Ukraine, et je fais souvent le parallèle entre Poutine et Netanyahou, qui se ressemblent de bien des points de vue, il n'a pas pu s'appuyer sur l'idée d'impunité. Il l'a contournée notamment par les BRICS, par des alliances extérieures, etc. Mais il en a quand même souffert, contrairement à ce qu'on dit. Là, Netanyahou, il n'a rien à souffrir. Pourquoi gêner, comme on dit dans le langage courant? Oui, mais dès lors, on voit que ce genre d'attitude, ça génère de la rage, une rage chez les Palestiniens, une rage maintenant aussi chez les Israéliens. Est-ce que vous pensez que ce mécanisme de rage peut être désamorcé? Est-ce que l'ampleur des dégâts, des violations, des droits humains élémentaires, ne rend pas la possibilité, d'une forme, d'apaisement, totalement illusoire? Mais vous mettez le doigt sur une caractéristique essentielle de l'actuel système international que j'appellerais post-bipolaire et que j'appellerais mondialisé. La rage est devenue une composante essentielle de nos relations internationales. Alors entendons-nous bien, la rage, elle a toujours existé dans l'histoire, hein. Rappelez-vous les imprécations de Camille, voir le dernier Romain, son dernier soupir, moi seul en être cause, et mourir de plaisir, c'était déjà la rage. Mais c'était une rage très aristocratique autrefois. Pourquoi? Parce que jusqu'à il y a peu de
temps, les sociétés, les peuples étaient en dehors du système international. Donc seul l'aristocrate, je ne dis pas le noble, je dis l'aristocrate, c'est-à-dire cette espèce d'oligarchie, pouvait laisser aller ses humeurs, et l'effet sur le jeu international était assez faible. Aujourd'hui, et avec les guerres de décolonisation, la rage a pris une place de plus en plus centrale. Regardez la guerre d'Algérie, c'est l'histoire d'une rage de part et d'autre. D'ailleurs, rappelez-vous, Sétif, 8 mai 1945, ce jeune manifestant qui portait un drapeau algérien qui a été tué par un officier français, et puis toute cette dialectique de la vengeance rageuse, les massacres de Constantine, août 1955, et cette rage, vous savez, il y avait dans les massacres de Constantine beaucoup de ressemblances avec les massacres de Sderot que vous signaliez tout à l'heure. Et donc, pourquoi cette rage prend une telle place? Eh bien, c'est parce que de plus en plus, nous sortons les relations internationales du cadre classique des rapports d'État à État. Pour l'Europe, je dirais même tout simplement des rapports de cousin à cousin, d'armée à armée, selon des codes, un jus belli qui était extrêmement précis et structuré, à maintenant, je dirais, une appropriation sociale du jeu international qui n'a plus de code, qui n'a plus de normes, parce que un État est en principe, ce que n'est pas Israël, soumis au droit international, mais les peuples, ils sont soumis à leur spontanéité. Et je vois toujours avec beaucoup de peine ces discours, nous allons éradiquer le terrorisme. Et je me rappelle que le général Massu disait exactement la même chose au moment de la bataille d'Alger. Et on voit bien que la rage, qui est sans limite, est une rage qui ne peut pas être éteinte par le canon. C'est ça qui est quand même déterminant dans cette histoire. C'est qu'on ne comprend pas, et ça rejoint la question que vous me posiez tout à l'heure, que le canon qui autrefois était tout-puissant ne l'est plus aujourd'hui. Mais quand on vous écoute, quand vous dites que cette rage ne peut pas être éteinte par le canon, quand elle s'inscrit, dans cette violence paroxystique que vous citez, alimentée par l'impunité, est-ce que c'est pas ça, justement, qui incite à faire une guerre d'anéantissement? Parce que si le canon va pas pouvoir régler le problème, si vous tuez tout le monde, bah, vous considérerez dans ce cas-là que, bah, vous n'aurez pas de vengeance, vous n'aurez pas de contre-réaction à la propre rage que vous déchaînez. Est-ce que c'est pas cette mentalité-là qui crée cette guerre d'anéantissement que vous dénoncez? Alors, c'est très intéressant parce que quand on prend en compte les guerres de décolonisation, il y a un moment où la puissance coloniale défiée et défaite comprend qu'elle doit arrêter. Heureusement, il n'y a pas eu après 1945, c'était différent avant, hein, mais depuis 1945, de guerre de décolonisation qui a abouti à l'anéantissement complet du peuple qui s'était soulevé. C'est pour ça que ces peuples ont toujours gagné, hein. Ils ont gagné en Algérie, ils ont gagné à Madagascar, ils ont gagné au Cameroun, ils ont gagné au Kenya, et on pourrait continuer. Il y a eu chez la puissance coloniale une sorte de retrait raisonné. C'est-à-dire, on ne va pas aller jusqu'à anéantir. C'est la décision du général de Gaulle, par exemple, en 1962, qui était une décision courageuse mais très rationnelle, d'arrêter un conflit dont l'homme savait qu'il ne pouvait pas le gagner, alors qu'il savait qu'il pouvait gagner le conflit qu'il avait lancé dans son appel du 18 juin 1940. C'est intéressant de voir cette différence. Israël n'a pas ses rétrofreins. Enfin, Israël, je corrige, le gouvernement Netanyahou n'a pas ses rétrofreins. Et donc, ce qui me fait très peur pour l'avenir, pour les jours, les mois, les années qui sont devant nous, c'est que comme ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de plan B,
comme l'autodétermination du peuple algérien était un plan B, et que d'un certain point de vue, dans ce qu'est la géométrie politique d'Israël, il ne peut pas y en avoir pour l'instant, sauf quelques intellectuels très minoritaires, on va dans l'escalade de puissance, et l'escalade de puissance, elle conduit à ce qu'a dit la Cour internationale de justice dans son ordonnance, c'est-à-dire engendrer le risque génocidaire. Et maintenant, hélas, on a dépassé le risque. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. J'aimerais qu'on revienne sur ce concept, on en a parlé peut-être un peu rapidement, mais moi, il me semble vraiment fondamental, d'impuissance de la puissance que vous avez, alors théorisé, développé il y a déjà un quart de siècle. Comment vous avez vu son évolution au fil du temps? Parce qu'on a l'impression que plus le temps passe, bah, plus ça vous donne raison et comment ça s'illustre dans le cas d'Israël peut-être à titre d'exemple? Et qu'on comprenne bien ce que vous avez voulu dire quand vous avez rédigé ce livre-là il y a 25 ans? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on était en pleine guerre d'Irak, l'intervention militaire des États-Unis en Irak, et on voyait que ça ne prenait pas, hein. Et en fait, mon idée d'impuissance de la puissance, elle venait bien sûr de l'observation de la situation en Irak, mais d'un fait troublant qui est que ça ne cessait de se renouveler depuis Dien Bien Phu, si vous voulez. Dien Bien Phu, 1954, j'étais très, très jeune, vous l'imaginez, même plus que jeune. Mais je m'en souviens quand même, et je me souviens du traumatisme que représentait Dien Bien Phu, parce que ce grand homme qui était le général de Gaulle, dont je parlais tout à l'heure, qui avait une intuition très forte de ce que le monde était en train de devenir, avait dit quelques jours avant: «La France ne peut pas être battue en Indochine parce qu'elle est plus puissante». Bah oui, justement, c'est pas la France qui a été battue à Dien Bien Phu en 1954, c'est la puissance. Et comme on a vu se répéter la chose, hein, rappelez-vous le 30 avril 1975 à Saïgon, rappelez-vous l'humiliation de l'armée américaine en Somalie en 1994, 1992, pardon. Rappelez-vous également la défaite incroyable de l'URSS en Afghanistan, et puis Monsieur Poutine qui devait en quelques jours arriver à Kiev et dénazifier l'Ukraine, et qui 3 ans et demi après en est toujours à camper sur 18% du territoire, et encore ces territoires qui sont sous contrôle de milices pro-russes. Donc il y a là vraiment la grande énigme de notre histoire contemporaine, c'est-à-dire comment la puissance est systématiquement battue, quelle qu'elle soit. Alors, les thèses déclinistes, moi, elles ne m'ont jamais convaincu. C'est faux de dire que les États-Unis sont en déclin. C'est faux de dire que l'URSS de Brejnev était en déclin. D'un certain point de vue, il l'était. Mais c'est pas ça qui a déterminé l'échec de l'URSS en Afghanistan. Et on pourrait ainsi continuer. Il y a quelque chose de plus profond. Et quelque chose de plus profond, c'est quoi? C'est qu'un mécanisme jugé central des relations internationales, l'effet de puissance ne fonctionne plus. C'est-à-dire la puissance n'imprime plus, si on voulait prendre une image. Pourquoi? Eh bien, parce que entre-temps, hein, la puissance avait trouvé son accomplissement de la Renaissance jusqu'à 1945. Mais depuis, progressivement, mais de manière soudain très accélérée, la mondialisation a remplacé le jeu international. Et la mondialisation, c'est quoi? C'est ce à quoi on a été toujours inattentif. Vous savez, on emploie ce mot à tort et à travers, on ne sait pas le définir. La mondialisation, c'est 3 choses. C'est l'inclusion généralisée. C'est-à-dire le système international, tout d'un coup, n'était plus celui des cousins dont je parlais tout à l'heure, c'était tout le monde.
C'est-à-dire dans le système international, il y a autant des Centrafricains, PIB par an et par habitant 650 $, et des Luxembourgeois 120 000 $. Et cette inclusion, elle est déjà extrêmement difficile à réguler. Et le pauvre a compris qu'il avait des armes d'action qui lui étaient propres et qui a été assez efficace. Deuxièmement et surtout, la mondialisation, c'est l'interdépendance généralisée. Et j'en ai parlé à M. de la Palice, je lui ai dit, mais l'interdépendance, c'est le contraire de la souveraineté. Et M. de la Palice était ravi, trouvait que c'était la plus belle lapalissade qu'on avait pu jamais sortir. Eh ben, or, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'interdépendance? Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que désormais le puissant dépend un peu du faible. Pourquoi? Pour des raisons énergétiques, d'alimentation énergétique, d'approvisionnement en matières premières, pour des raisons de pression démographique, pour des raisons de grands équilibres géothermiques, de grands équilibres économiques et commerciaux aussi. Et enfin, surtout, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que la mondialisation, par la communication généralisée, a créé ce mécanisme d'appropriation sociale des relations internationales. Et du coup, la puissance n'est plus la puissance pure. La puissance pure, c'est armée contre armée, c'est canon contre canon. Aujourd'hui, la puissance, elle devient inclusive, c'est-à-dire elle dépend bien sûr de votre armée, de votre économie, mais aussi de l'état de mobilisation de votre société, mais aussi de la circulation des idées, des modèles, des phénomènes que vous signaliez tout à l'heure, que je tiens pour capitaux, mais que l'on méprise, qui s'appellent l'humiliation, le ressentiment, les différences de subjectivité. Tout ça sont des composantes. Oh, quand vous dites ça à un stratège occidental, à un petit-fils ou un arrière-petit-fils de Clausewitz, il dit ça compte pas. Ben, moi, j'ai écrit ce livre en 2014 sur l'humiliation, quand je me suis aperçu, quand je suis arrivé à la conviction que l'humiliation, c'était peut-être le paramètre dominant des relations internationales. Et on parlait de la rage tout à l'heure, c'est aussi l'humiliation qui produit la rage. Et comment un canon peut faire taire l'humiliation? C'est le canon, il aggrave l'humiliation, elle ne fait pas taire, ça va. Les Gazaouis qui sont humiliés, plus qu'humiliés aujourd'hui, vous croyez que de tout cela, ils en tirent la leçon que le gouvernement israélien est aimable et qu'il va falloir maintenant le suivre assidûment? Dans ce cadre de relations internationales, il y a aussi maintenant un élément de langage qui a apparu assez fortement d'ailleurs depuis quelques semaines, années si on prend un périmètre plus large, c'est la menace existentielle, puisque on en a parlé hein, pour la guerre en Ukraine. euh, c'est un élément de langage de la propagande russe pour justifier son agression. Mais là, aujourd'hui, c'est Israël qui l'a employé à propos de l'Iran. Et on a vu que ça a été repris assez facilement par toutes les chancelleries occidentales. Qu'est-ce que ça vous évoque cette notion de menace existentielle et est-ce que ça peut justifier des actions? Alors effectivement, cette notion est une notion partagée. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre Netanyahou et Poutine, en voilà une. Et puis on s'aperçoit que d'autres, savent, l'utiliser à leur manière. Trump ne parle pas de menace existentielle, n'emploie pas exactement les mêmes mots, mais quand il dit que le Groenland est indispensable à la sécurité des États-Unis, c'est un petit peu aussi ce qu'il nous signifie. Et puis, moi, j'avais été très surpris, d'ailleurs je ne suis toujours pas compris, lorsque le président Macron avait dit que la détention de l'arme nucléaire par l'Iran est une menace existentielle pour l'Europe. Bon, alors là, j'ai pas compris, mais vous savez, je n'ai fait que 50 ans d'études de relations internationales, c'est pas suffisant pour comprendre les subtilités de mon monde. Mais toujours est-il que je vois ce concept toujours rattaché à la même chose, à la légitimation d'un rapport de force inégal. Quand vous êtes beaucoup plus fort que le petit voisin, pour vous donner
l'autorisation, j'allais dire vous auto-autorisez, d'utiliser la force contre plus petit, bah, la meilleure façon de le justifier, c'est de dire que c'est une menace, existentielle qui vous est portée. C'est plus difficile à démontrer, pourrait même démontrer que ça ne colle pas. Non, l'Ukraine n'est pas une menace existentielle pour, la Russie. Non, l'Iran n'est pas une menace existentielle pour Israël ou, pour, le département des Hautes-Alpes, ou de la Saône-et-Loire. Non, l'est du Congo n'est pas une menace existentielle pour, le Rwanda, de monsieur Kagame. Non, les États-Unis n'ont pas besoin du Groenland pour survivre. Tout ça est assez facile à démontrer, mais vous savez, plus c'est gros, plus ça passe, hein, et ça fait partie des qualités de la rhétorique politique. D'un côté, on voit aussi qu'on a un discours extrêmement, moralisateur avec des gentils et des méchants. Alors, par chance, nous, on fait toujours partie des gentils. Mais, de l'autre, il y a une absence, aussi totale de considération pour ces visions subjectives dont vous nous parliez, pour ces peuples, l'humiliation, la peur. Comment est-ce que vous expliquez, ceci? Est-ce que ça fait partie de la propagande d'ignorer ce phénomène? Vous mettez le doigt sur ce que je tiens actuellement pour essentiel pour reconstruire la relation internationale, la subjectivité. Ça, c'est absolument indispensable. Tout le monde s'en moque. J'ai sorti un livre là-dessus, il y a 2 ans maintenant. J'étais intéressé de voir qu'il a été traduit dans plusieurs langues, ce qui généralement est signe que ça correspond à une interrogation. Mais en France, on n'a pas énormément réagi, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quel est le problème? Je vous disais tout à l'heure que le premier système international, celui qui a été créé à la Renaissance, c'est normal, la Renaissance, c'est le moment où on a inventé les États-nations, donc on a inventé le système des relations entre États-nations, c'était un système de cousinage. C'est-à-dire, entre Charles Quint, François Ier, le roi de Suède, et le roi d'Angleterre, on partageait la même subjectivité. Pourquoi? Parce qu'on avait partagé la même histoire, donc on a la même mémoire du passé, parce que on partage généralement la même langue ou des langues de même famille. Vous savez, tout le monde parlait le français à l'époque, parce que on se mariait entre soi. C'est pour ça que vers la fin, les rois étaient, il suffit de regarder les tableaux de Goya pour comprendre, n'est-ce pas? On partageait pratiquement les mêmes religions, même si, quand est intervenue la Réforme, ça a commencé à brouiller dans les familles, n'est-ce pas? Bref, il n'y avait pas de vision divergente. On est passé, je le disais tout à l'heure, à la mondialisation. C'est-à-dire que tout le monde est sur le même bateau aujourd'hui. Et croyez-vous véritablement que des Africains, porteurs de leur histoire, des Arabes, porteurs de la leur, des Chinois, porteurs d'une autre, les Américains, les Européens, ont la même vision du monde. Mais c'est plus que vision. Vous avez senti que j'hésitais un peu à choisir le terme. C'est même, ont le même sens du monde. J'étais récemment en Chine et mes collègues chinois m'ont dit: «Mais vous dites qu'on est l'allié de la Russie, mais le mot alliance ne fait pas sens en chinois. Le mot partenariat, connivence, complicité, oui, mais alliance telle que nous l'entendons et telle que nous la portons au doigt, ça fait pas sens». Et d'ailleurs, regardez l'histoire multimillénaire de la Chine n'a jamais eu d'allié, sauf très, très brièvement en 1950, pendant 10 ans, en gros, avant le schisme entre Moscou et Pékin, cette alliance entre l'URSS et la Chine. C'est pour vous montrer les écarts de sens. Et je dis toujours aux étudiants, quand vous voulez faire des relations internationales, mais j'aimerais le dire aux politiques, j'aimerais qu'ils entendent ça. Quand vous faites des relations internationales, posez-vous toujours 3 questions. La première question, c'est comment l'autre perçoit les mêmes événements que ceux que vous avez pourtant communément vécus avec lui. Deuxièmement, comment l'autre vous perçoit. Ça, nous, Européens, on n'a pas cette modestie. Comment je suis perçu par
un Centrafricain, par un Sri Lankais, par un Cubain, etc. Bon. Et troisième question, comment l'autre imagine que je le perçois? Et c'est là que s'ouvre le robinet terrible de l'humiliation. L'autre va se persuader que j'ai un regard condescendant sur lui. Si vous ne cassez pas ce plafond de verre du sens, eh bien, vous aurez des acteurs qui, d'une part, sont condamnés à vivre entre eux, mais qui, d'autre part, ne se comprennent pas. Imaginez que vous viviez dans l'intimité conjugale avec une femme ou avec un mari qui ne comprend pas votre langue et n'a pas, je ne sais pas moi, de la poésie, de la musique, de la gastronomie, de la littérature, de la philosophie, de la religion, la même lecture que vous. Au moins, vous feriez l'effort de comprendre ces différences. Mais là, cet effort n'est même pas fait. Je suis toujours affligé d'entendre les comptes rendus des sommets franco-africains, où on nous explique qu'ils ne nous ont pas dit merci, qu'ils n'étaient pas entrés dans l'histoire, hein. C'est pas le même qui a dit les deux choses. Enfin, c'est quand même assez inquiétant, hein. Et moi qui adore l'Afrique, qui ai énormément de respect et d'admiration pour ce continent formidable, à chaque fois que je vais en Afrique, mes amis africains me disent: «Mais quelle est cette façon de nous parler?» Voilà. Est-ce qu'on n'assiste pas depuis, quelque temps à un développement de cette tendance à humilier les peuples, mais peut-être même plus à n'en avoir rien à faire, non? On n'a pas l'impression qu'il y a une dégradation, sur cet axe-là? Ce genre de discours que vous citez, quand même qu'on n'imagine pas aussi fortement, tenu il y a 30 ans quand même. Il y a pas cette dégradation? Vous qui avez réfléchi sur cet aspect d'humiliation? Alors c'est très intéressant, parce que c'est un phénomène complexe. Il y a 2 siècles, quand commençait, le processus, colonial, on était totalement décomplexé. Moi, j'ai toujours, frissonné en lisant et relisant Jules Ferry, qui n'hésitait pas à dire, que les races supérieures doivent éduquer les races inférieures. Il y a rien de plus humiliant. Pourtant, le monsieur est toujours au Panthéon. Moi, ça fait partie, là aussi, des choses qu'une vie entière ne m'aura pas permis de comprendre, n'est-ce pas? C'est une invention terrible que cette maxime, n'est-ce pas? Et donc, à l'époque, alors à l'époque, il y avait un Clémenceau, qui n'était pas un islamo-gauchiste ni un wokiste, n'est-ce pas? Qui, s'était dressé contre cette affirmation, ce qui prouve que l'air du temps n'explique ni n'excuse pas tout, n'est-ce pas? Mais on a quand même réussi à se détacher de ce racisme décomplexé. On n'oserait plus dire, d'ailleurs même le mot race, il y en a qui continuent à l'employer, il y a d'autres qui aimeraient bien l'employer, mais qui savent qu'il vaut mieux pas l'employer. Donc de ce point de vue-là, il y a quand même eu un progrès. Mais il y a, et là vous avez raison, un double phénomène qui joue. D'abord, les peuples dominés, heu, avaient longtemps le sentiment que cette domination était incontournable. Alors il y avait, dans le 19e siècle, un Samori Touré, tous ces, combattants, de la première heure, notamment dans le Sahel, africain qui s'étaient dressés. Mais il y avait quand même, ou un Abdelkader, mais il y avait quand même une sorte de résignation quelque part. Et aujourd'hui, il n'y a plus de résignation. Et c'est ça d'ailleurs qui a enclenché le processus de décolonisation. C'est-à-dire, moi j'ai eu la chance, de par mon âge, de rencontrer quelques grands leaders de la décolonisation, hein, Aït Ahmed par exemple, ou, des gens avec qui j'ai pu parler, et on voyait bien la rupture de leur esprit. C'est-à-dire, ça on ne l'accepte plus. Hein, ou relisez ce splendide discours de Patrice Lumumba le 30 juin 1960, lors de l'indépendance du Congo ex-belge, en présence du roi Baudouin qui faisait une gueule pas possible.
Et on voyait qu'on avait atteint, probablement à cause de la Seconde Guerre mondiale, un seuil de l'intolérable. Donc il y a quand même eu cette réaction. Et cette réaction, les puissances coloniales l'ont pris en pleine figure parce qu'ils ne s'y attendaient pas, d'un certain point de vue. Vous voyez bien que le roi Baudouin, en 1900, il ne s'attendait pas qu'on lui parle comme ça. Hein. Et il y a eu ensuite une reconstruction de ce discours que d'aucuns appellent postcolonial. C'est un mot qu'il faut employer avec précaution, parce que vous risquez de vous retrouver au poste de police quand vous dites ça. Bah, il y a eu une reconstruction de ces formes d'ascendance, ces formes de primauté, de suprémacisme, hein, allons jusqu'à employer les termes, qui se traduit par des rhétoriques davantage cachées. On ne parlera pas de race supérieure et de race inférieure, mais on parlera de développement, d'évolution, d'obligation, de dette. On vous expliquera que la colonisation, elle avait aussi du bon, que ces gens-là, de toute façon, sont incapables de se gouverner, donc il faut bien continuer à assurer leur tutelle, etc. Et ça, c'est du poison, parce que ce sont des populations qui, avec la mondialisation, n'acceptent plus ce genre de discours. Donc fatalement, ça va directement à l'affrontement et à la violence. Pour poursuivre dans cette idée-là, en vous écoutant, me vient l'exemple de Gaza, où le bilan humanitaire est évidemment effroyable et très largement minimisé. Mais je repensais à ce qu'on a vu dans les dernières semaines, euh, cette espèce alors, de poids de mesure, hein, c'est pas d'hier, hein, on sait bien, mais quand même, on arrive à des points qui sont caricaturaux. On a vu des dizaines de reportages où on allait voir des Israéliens qui venaient dire: j'ai pas bien dormi cette nuit, j'avais peur, il y avait des missiles, j'étais dans l'abri, oh là là, éventuellement là, il y a eu 3 blessés, c'est terrible. Et puis à ce moment-là, une petite dépêche: «Tiens, il y a 53 morts à Gaza parce qu'ils ont bombardé des gens qui attendaient la distribution de farine». Enfin, on voit une espèce de 2 poids, 2 mesures. Alors certes lié parce qu'il y a pas de reportage de journalistes à Gaza, puisqu'ils ont tué, je crois, 230 journalistes quand même. Dès qu'un journaliste, il est ciblé et tué spécifiquement parce qu'il est journaliste et parce qu'il témoigne. Comment vous expliquez un tel aveuglement? Et comment ces peuples vont réagir? Comment on va regarder l'Occident dans ce contexte-là, sachant que, évidemment, il y a tous les témoignages, il y a tous les vidéos et qu'on a le premier génocide sur Instagram, quoi. Je pense qu'effectivement, on ne se rend pas compte du feu qu'on est en train de mettre à notre planète, si vous voulez. Parce qu'il y a un principe fondamental, le principe des principes. Voilà. Ce que dans la tradition aristotélicienne, on appellerait la bonorum communio, la communion des gens de bien. C'est un humain vaut un autre humain, un mort vaut un autre mort. Et ça, tout passe par là. C'est-à-dire que lorsque vous avez le sentiment que la mort de votre fils, de votre fille, ne compte pas, vous débouchez nécessairement et automatiquement sur la rage, qui va faire d'autres dégâts et qui va provoquer en réaction d'autres violences. Donc, effectivement, ce principe des principes, qui pour moi à la base de l'humanisme des relations internationales, il n'est pas respecté. Et il y a quand même des éléments d'espoir. Il y en a deux. Et un élément de désespoir, il y en a un. 2-1, peut-être que l'optimisme va gagner. Commençons par le négatif. C'est cette diplomatie de l'indifférence. C'est absolument incroyable. Vous savez, c'est un genre nouveau, ça. La diplomatie de ah, j'ai pas vu, je regardais ailleurs. Ah bon, ah oui, c'est. Ou alors, ah oui, c'est navrant. Ah oui, je vais appeler à la retenue. C'est extraordinaire d'hypocrisie, cette formule. Et elle est sale, même. Et ça, cette diplomatie de l'indifférence, moi je l'ai vu chez mes propres étudiants. Ça ne passe plus. Chez un jeune de 20 ans, ça ne passe plus. C'est un phénomène que finalement l'histoire ne nous a pas tellement livré. Il faut dire que la communication universelle n'existait pas jadis. Maintenant, même s'il n'y a plus de journalistes à Gaza, on arrive quand même à avoir beaucoup d'images. Mais les chancelleries résistent
au nom des principes dont on parlait tout à l'heure, ça c'est l'élément funeste, négatif, qui est une sorte de permis de tuer. Il y a 2 lueurs d'espoir et je voudrais quand même beaucoup insister là-dessus, parce que peut-être faut-il creuser dans cette direction. D'abord, et contrairement à ce qu'on dit, il y a une renaissance du droit. C'est-à-dire que, la parole du droit renaît. Pendant la guerre froide, vous savez, personne n'allait chercher le droit pour arbitrer les relations entre Washington et Moscou. Là, jamais, la parole de la Cour internationale de justice n'a été écoutée, entendue, je ne sais pas, mais écoutée de manière aussi forte. Jamais les mandats d'arrêt prononcés par la Cour pénale internationale contre Poutine et contre Netanyahou, son ministre de la Défense, et Yahya Sinwar, c'est-à-dire sur un mode effectivement universaliste, mais Sinwar était déjà mort là-bas, jamais ça n'a eu un tel impact, un tel écho. Je suis content que cette parole du droit, vous allez me dire, c'est des mots, c'est de la parole. Oui, mais c'est plus qu'une parole, c'est une énonciation. C'est-à-dire, il se dit des choses que plus personne, même avec des boules qui peut prétendre ne pas avoir entendu. C'est un progrès pour l'humanité. Il faut en être conscient, parce que c'est la conscience universelle qui s'exprime. Vous savez. Et moi, je pense toujours à mon cher Victor Hugo là-dessus, qui a eu des phrases très, très fortes. Et puis, le deuxième espoir, c'est que dans cet épouvantable supplice que le peuple palestinien a subi, il peut au moins considérer qu'il a gagné la bataille de l'opinion publique mondiale. Ce qui se dit aux États-Unis, où vous avez maintenant une majorité pour condamner le gouvernement Netanyahou, ce qui se dit en Europe, dans les campus universitaires, ces campus universitaires en Europe, en France donc, et aux États-Unis et en Australie, ils ont ôté, comme diraient les anglo-saxons, le coton que l'on avait sur les yeux. Ils nous ont obligés de regarder la réalité en face. C'est quand même quelque chose de nouveau et d'extrêmement positif. Et cette opinion publique, elle se mobilise. Il y avait le mois dernier 150 000 personnes qui défilaient à La Haye. La Haye, d'abord, ce n'est pas une très grande ville. 150 000 manifestants, et puis surtout, c'est un des lieux les plus favorables à Israël autrefois. Et on pourrait continuer à énumérer, etc. Donc, les sociétés bougent, il y a une énergie sociale qui s'exprime. Ça, c'est vrai au niveau, je dirais des sociétés. C'est vrai au niveau des organisations internationales qui ont largement condamné Israël. C'est vrai des ONG, Amnesty International, Human Rights Watch, enfin, ont tous les sociétés, les jeunes, j'imagine aussi que vos jeunes sont sensibles à ça et pourtant on n'arrive pas à l'arrêter. On n'arrive pas à l'arrêter alors qu'en plus, on voit très bien qu'Israël, on ne sait pas où il va. C'est vraiment, vous disiez, l'impuissance. Qu'est-ce qu'ils veulent? En fait, ils n'atteignent pas leur objectif, mais ça continue. On pourrait se dire peut-être que la société israélienne va réagir quand même. On pourrait qu'ils réagissent pas. Dans les sondages, ils soutiennent. Comme en train de dire, il faudrait qu'ils partent tous, là, ce serait encore mieux. Comment on peut en sortir? Parce que c'est quelque part rageant aussi, pour reprendre ce mot de rage, de voir, bah, alors tout le monde est d'accord, et puis ça continue, et ça ne faut rien. On n'est pas capable de prendre un paquet de sanctions contre Israël, on en a pris 18 contre la Russie. Il suffit d'en prendre le premier de la Russie, vous mettez à Israël. C'est pas la Russie, Israël, c'est tout petit. Vous le coupez l'accès à SWIFT, vous mettez des sanctions commerciales fortes. Là, on nous dit, il faut peut-être arrêter de vendre des armes. Non, faites les mêmes choses. Vous bloquez les avoirs de la Banque centrale, ils vont vite arrêter, ils ne peuvent pas survivre. Et on ne fait rien. Et on ne fait rien, et c'est pas un pays, c'est pas Trump qui fait rien, c'est pas Macron qui fait rien, c'est toute l'Union européenne, 127 pays. Incapable de faire quoi que ce soit. Alors, il y a quelques pays qui bougent, hein, il y a quelques diplomaties espagnoles, slovènes, irlandaises, mais vous avez raison. Ils sont dans le verbe, ils sont dans le verbe. Ils ne peuvent même pas être dans l'action avec ces sanctions oui, qui sont censées être de l'Europe. Oui, mais ils sont très bien, heureusement, ils sauvent l'honneur. Mais oui, il ne s'agit pas de sauver l'honneur, c'est de sauver les Gazaouis quand même. Là aussi, je crois qu'on touche à un point important des relations internationales aujourd'hui, c'est-à-dire le vieux monde a totalement échoué.
c'est-à-dire ce qu'on appelle, je horreur ce terme, mais il est très employé, la communauté internationale, elle n'a pas su faire face. Elle n'a pas su faire face non seulement au conflit israélo-palestinien, mais au conflit russo-ukrainien, mais au conflit congolais, mais au conflit soudanais, et on pourrait, au conflit du Sahel, et on pourrait ainsi continuer. Ça, c'est absolument évident. Mais il faut comprendre que nous sommes dans 2 mondes en même temps, parce que ce monde se transforme, on en a parlé déjà tout à l'heure. Il y a, les reliquats du vieux monde qui est complètement tétanisé, voire complice des crimes les plus forts, et j'imagine ce qu'on dira dans les livres d'histoire dans quelques siècles du comportement de nos gouvernements. Bon. Et puis, il y a ce nouveau monde qui est celui de la mondialisation, qui est celui d'une humanité qui se reconstruit et qui, lui, a une toute autre vision. Alors la césure entre ces 2 mondes, elle est terrible, et elle est d'autant plus terrible que ceux qui ont encore aujourd'hui les clés, de la maison, les leviers de la décision, c'est, ceux du vieux monde, de ces États qui, sont incapables, on n'en a pas parlé, mais il faut le dire, de faire face aux enjeux globaux, aux enjeux climatiques, aux enjeux sanitaires, aux enjeux de pauvreté mondiale, aux enjeux alimentaire, et on pourrait ainsi continuer. La faillite est complète. Quand on voit avec quel ridicule le monde officiel, le monde institutionnel, traite les grands enjeux globaux. Vous savez, la faim dans le monde, ça fait 10 millions de morts par an. 10 millions de morts par an, ça veut dire l'équivalent de 8 attaques par jour et pendant toute l'année sur le World Trade Center. Bon, lorsqu'il y a eu l'attaque sur le World Trade Center, on a cru que la planète allait s'arrêter. Là-bas, qu'il y ait 10 millions de femmes et d'hommes et d'enfants qui meurent de faim chaque année, mais qui vous en parle? Vous connaissez un JT, un journal télévisé qui une seule fois fait son œil du 20h sur le sujet? Bon, et c'est ça, vous voyez, c'est l'image exacte de ce dont nous parlons. C'est-à-dire un monde de responsables déresponsabilisés et un nouveau monde responsable auquel on ne confère aucune responsabilité. Bah, il y a un jour, le transfert se fera, parce que, vous savez, le social, dans l'histoire, il a toujours couru plus vite que le politique. On a beaucoup parlé, d'Israël. Il y a un pays dont on n'a pas parlé dans ce triste jeu du Moyen-Orient, c'est les États-Unis, qui jouent, un jeu assez ambigu. Qui, un jour vous explique que Gaza, c'est super, bientôt, une fois qu'on aura tué tout le monde, là, on fera des belles Rivieras, bah, comme ils ont fait aux États-Unis, hein, c'est pareil, il suffit d'enlever l'ancien peuple, on fait le nouveau. Des choses assez incroyables qui sont tweetées, des vidéos tweetées par le président américain, et puis là, tiens, on bombarde l'Iran, mais par contre, très vite, on arrête, on dit: «Non, non, maintenant ça suffit, c'est fini, une fois qu'on a fait ça, tout le monde, voilà, vous faites la paix, je veux mon prix Nobel de la paix». Est-ce que vous pensez que les États-Unis risquent, d'abandonner Israël, en tout cas d'avoir une position plus neutre, à cause de pressions internationales? Ou, donc il y a ces pressions internationales, mais il y a aussi des pressions de la base, américaine, où, son électorat est en train de dire: «Mais c'était, Make America Great Again, c'était pas Make Israel Great Again. Pourquoi on a encore des guerres là? Vous avez dit que, vous avez promis qu'il y aurait plus de guerre sans fin. Puis il y avait 2 guerres, maintenant il y en a 3. Enfin, qu'est-ce que vous faites?» Qu'est-ce que comment vous analysez cette position, alors certes qui est complexe, ça c'est le moins qu'on puisse dire, du président américain? Alors, on a trop focalisé sur les personnes. Bon, ça c'est, je dirais, le péché mignon des médias, mais aussi des politiques, hein, qui raisonnent toujours en termes d'individus. Alors, il y a Monsieur Biden, il y a Monsieur Trump, il y avait Madame Harris, etc. On n'a pas été assez attentif aux mutations profondes qui ont affecté la société américaine. Et l'explication de tout ce que vous dites, elle se trouve dans les transformations sociologiques des États-Unis. Rappelez-vous la fin du siècle dernier. Rappelez-vous les lendemains de la chute du mur. C'était la fin de l'histoire. C'était d'ailleurs le titre d'un ouvrage qui, d'ailleurs, mais plus personne n'en parle de ce livre. Il a fait feu de paille, hein, dans cette affaire. Mais c'était l'idée,
en tous les cas, que les États-Unis avaient gagné et que le modèle américain allait s'universaliser, que les États-Unis avaient inventé la mondialisation, ce qui est stupide, mais c'était dans la tête des gens à l'époque, et que celle-ci allait faire le bonheur des États-Unis, et par ruissellement, comme on disait à l'époque, le bonheur de tout le monde. Et il y a derrière cela, notamment, la fameuse école de Chicago, Milton Friedman et tous ces gens-là. Et quand on est passé au siècle suivant, on a très vite déchanté. On a vu que la réalité était beaucoup plus complexe que ça. Et je vais vous dire un scoop. On s'est aperçu que la mondialisation était mondialisée. Ah, c'est quand même extraordinaire, qu'on n'y avait pas pensé, pas et que cette dynamique dont on parlait tout à l'heure, de la mondialisation, avait finalement plus profité aux entrants qu'à ceux qui campaient déjà dans ce monde depuis un certain temps, et presque d'ailleurs plusieurs siècles. Et la société américaine a découvert brutalement que la Chine tirait plus d'avantages de la mondialisation que la classe moyenne américaine. Ce qui est vrai, hein, je vous renvoie aux travaux de Branko Milanovic, par exemple, qui très clairement montrent la réalité de la chose. Et tout ceci a créé une sorte de nostalgie des temps anciens, une rétraction qui a très vite abouti à America First, voilà, et un vent populiste qui se traduisait par cette attitude de rentrer chez soi, de fermer sa porte, ses fenêtres, ses verrous, ses volets, etc., qui a donné naissance à toute une série de phénomènes qui s'appellent le nationalisme, le souverainisme, qui était à contre-courant, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi l'identitarisme, le protectionnisme, le suprémacisme. Voilà, tout ça, c'était une réaction face à la déception de la mondialisation. Et ça a très vite débordé sur l'Europe. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est très vite devenu méta-américain. Mais aux États-Unis, il y avait un monsieur qui a compris ce que, en termes de marketing électoral, on pouvait tirer de cette grande peur et de cette grande déception, je dirais, de cette frustration de la société américaine. Et il a inventé la formule de Make America Great Again, qui correspond tout à fait aux attentes et aux aspirations du peuple américain. Ce qui est intéressant, frappant, c'est que finalement, en Russie, parallèlement, le même processus se mettait en marche, au nom d'une même nostalgie de la puissance perdue. D'ailleurs, peut-être perdue, et certainement perdue plus brutalement qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est finalement le sentiment de ne pas avoir réussi la conquête complète du monde, cette fin de l'histoire. En Russie, c'est la nostalgie du temps passé. Et tout ceci se rejoint, pardon, pour aboutir à deux phénomènes extrêmement intéressants à mettre en évidence. Le premier phénomène, c'est qu'il y a un désir de réinvestir le politique passé. Hein, tout à l'heure, on parlait du vieux système politique international et de ce nouveau monde qui se construisait sous ses pieds. Là, il y a un désir de faire renaître ce système politique qui portait très haut la puissance américaine et la puissance russe. Et deuxièmement, il en dérive une sorte de connivence qui explique pourquoi Trump et Poutine se comprennent, à défaut de s'aimer. D'abord, est-ce que ces gens aiment? Mais il y a une connivence dans l'idée de ressusciter le duo Nixon-Brejnev, qui était le bon temps. Voilà. Et tout ceci converge vers une conception de la puissance qui est amputée du droit et amputée des valeurs. Je disais tout à l'heure que le droit renaît, mais le droit renaît contre la puissance davantage qu'en association avec la puissance, comme c'était autrefois l'idée. Et de même, on voit que cette puissance qui, du temps de néoconservateurs, devait porter des valeurs nouvelles, elle est complètement
maintenant nus. Euh, Trump ne s'intéresse pas à porter des valeurs nouvelles. Et Poutine, c'est intéressant, lui ne s'intéresse qu'à recycler les valeurs traditionnelles parce qu'il les sait politiquement attractives, tant auprès de sa population qu'auprès de bien des princes qui, de Orban à beaucoup de princes du Sud, voient dans le culte de la tradition une façon de pérenniser leur pouvoir. Mais est-ce que les États-Unis agissent avec cette violence, pour défendre leurs intérêts? Ou bien est-ce que c'est simplement le résultat d'un échec ou d'un abandon de la voie diplomatique? Alors, Walter Rostow, le grand économiste américain, disait lorsqu'il était aux affaires, parce qu'il a été sous-secrétaire au département d'État, que les États-Unis n'ont jamais eu de diplomatie et de politique étrangère. Je crois que c'est vrai. C'est quelque chose qu'on ne regarde pas, mais qui me paraît fondamentalement vrai. C'est-à-dire que les États-Unis ont toujours, de par leur histoire et peut-être de par leur positionnement dans le monde, pratiqué le nombrilisme diplomatique. C'est-à-dire tout s'organise autour des États-Unis. Les États-Unis, c'est grand, il y a déjà suffisamment de problèmes liés à cette fédération de 50 États, on ne va pas s'occuper des autres, hein. Et quand vous interrogez un étudiant venu des grandes universités américaines et que vous lui demandez, comme j'en ai fait l'expérience, des pays limitrophes de la Chine, il vous répond le Guatemala. C'est-à-dire il y a une espèce d'ignorance absolue de ce qu'est le monde. Et du coup, le problème aujourd'hui pour les États-Unis, c'est comment se repositionner dans le monde et non pas quelle diplomatie pour le monde. Et c'est la raison pour laquelle Trump a si facilement découvert que les alliances étaient plus intéressantes. L'alliance, ce n'est pas tant un pacte de fidélité entre États qui partagent les mêmes valeurs, c'était un instrument de domination et d'hégémonie pour les États-Unis. Aujourd'hui, on ne construit plus l'hégémonie par le biais de l'alliance, et on voit les petits Européens qui supplient un Trump méprisant jusqu'à l'appeler papa, de rester le tuteur de la maison. Et au niveau de cette zone, donc du Moyen-Orient, on voit que, évidemment, on a eu un embrasement avec la guerre, entre Israël et l'Iran. On voit que, la guerre enfin, je veux dire de Gaza, en tout cas, s'est propagée, en tout cas, les attaques israéliennes se sont propagées dans de nombreux pays, évidemment au Liban, en Syrie, maintenant, donc en Iran. Jusqu'où vous pensez que ce conflit peut s'étendre? Et est-ce que, c'est exagéré, de penser que ça peut être le terrain de l'avènement d'un conflit beaucoup plus large, bon, sans aller jusqu'à la guerre mondiale, mais enfin de quelque chose qui pourrait vraiment devenir, dangereux même pour nos pays? Non, j'aime pas qu'on parle de guerre mondiale parce que c'est considérer que le contexte international, aujourd'hui est le même qu'il était en 1914 ou en 1939. En revanche, moi, j'ai parlé, je crois même avoir été à l'origine de l'invention de ce concept, de guerre mondialisée, c'est-à-dire que n'importe quel conflit aujourd'hui, quel qu'il soit, hein, alors bien sûr le conflit d'Ukraine, mais conflit du Congo, le conflit soudanais ou je ne sais quoi, est mondialisé, c'est-à-dire il implique tout le monde d'une manière ou d'une autre. Donc ça, je pense que les vieilles images n'ont pas de place ici. Il y a un effet de région. Vous savez, le propre de la mondialisation, c'est de faire renaître les grandes régions du monde. Et il y a une région que les États-Unis ont été les premiers à appeler ainsi, c'est l'administration George W. Bush, appelée le Greater Middle East. Ce Greater Middle East, il a une unité, hein. Et je pense que la stratégie d'Israël qu'on décrivait tout à l'heure, c'est d'avoir le monopole nucléaire et donc le monopole de la puissance militaire sur ce Greater Middle East. Je ne vois pas, mais je n'ai jamais écrit d'horoscope, c'est pas aujourd'hui que je commencerai, je ne vois pas comment cette conflictualité déjà terrible en soi dépasserait les frontières de ce Greater Middle East, franchirait l'Indus pour aller vers l'Asie du Sud ou franchirait le Sahara pour toucher l'Afrique. Ça ne veut pas dire que l'Afrique ou l'Asie du Sud ne sont pas, comme je le disais tout à l'heure, impliqués dans ce conflit. C'est le phénomène des guerres mondialisées, mais ce n'est pas, disons, le même terrain, ce n'est pas le même espace.
Vous parlez du nucléaire, évidemment, ça a été au cœur du dernier conflit. Qu'est-ce que vous pensez de cette terreur autour du nucléaire iranien, qui est censé être une menace existentielle pour nous dit le ministre, nous dit notre président de la République. Est-ce que l'Iran est véritablement une menace? Alors, il faudra qu'on m'explique en quoi l'Iran est plus une menace en détenant une arme nucléaire dont elle ne dispose pas au jour d'aujourd'hui, que le serait le régime ultralibéral de M. Kim Jong-un en Corée du Nord. J'espère que vous avez vu la pointe d'ironie, ou du doigt de M. Poutine sur le bouton nucléaire russe, ou de ce que représente la puissance nucléaire des États-Unis, dont je vous rappelle que les États-Unis ont été le seul pays à avoir jamais utilisé l'arme nucléaire. Donc, qu'est-ce qui rend l'Iran plus dangereuse? Là aussi, après 50 ans de réflexion, j'ai toujours pas trouvé. Et je pense qu'il y a une sorte, je dirais, de vision subjective qui confine à la méfiance raciale, pour faire de l'Iranien l'homme plus dangereux que le Nord-Coréen, le Russe ou l'États-Unien ou l'Israélien. Un État qui est prêt à supprimer toute une population comme celle de Gaza, pourquoi serait-on assuré qu'elle n'utiliserait pas un jour l'arme nucléaire? Donc tout ceci me paraît déjà très hypothéqué. Il y a d'autres éléments. D'abord, l'AIEA explique l'évolution de l'Iran en matière d'enrichissement de l'uranium, mais n'a jamais parlé d'opérationnalisation et de fonctionnalisation de l'arme nucléaire. Et on en est loin. Vous savez, Monsieur Netanyahou, lorsqu'il va faire ses discours aux Nations Unies chaque automne, chaque rentrée, et cela depuis plus de 10 ans, nous explique que l'Iran est sur le point de l'avoir. Elle ne l'a toujours pas. Et l'aurait-elle? Et ça, je cite Jacques Chirac, qui, quand il était président de la République, disait: mais si l'Iran avait l'arme nucléaire, elle ne pourrait pas s'en servir, parce que si elle l'utilisait, en 2 minutes, Téhéran serait complètement détruit. Bah, c'est ça aussi la réalité. Donc, effectivement, il y a un mélange de prétextes stratégiques et de condescendance méprisante à l'égard d'un peuple qu'il est facile de présenter comme un peuple de barbares. Mais on peut terminer sur cette phrase, si vous voulez. Rappelez-vous le grand Victor Hugo qui, dans Les Misérables, disait: je préfère encore les barbares de la civilisation que les civilisés de la barbarie. C'est à méditer. Alors, on l'a dit, vous avez écrit en 2024 un essai, L'art de la paix. Comment, selon vous, dans une situation aussi tendue que ce qu'on vit actuellement, on peut trouver raisonnablement une voie vers la paix? Mais justement, la situation d'aujourd'hui nous montre l'urgence. C'est-à-dire que derrière toutes les faillites de notre histoire récente, il y a une idée toute simple, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est la paix. On a eu cette mauvaise idée de considérer que la paix, c'était la non-guerre. Et donc, de servir la paix en négociant des trêves, des cessez-le-feu, des armistices, en ignorant que la paix, ce n'est pas seulement, je dirais, ni principalement la non-guerre. Il y a quelqu'un que je respecte énormément, qu'on a un peu oublié, que j'avais d'ailleurs oublié avant d'écrire ce livre, qui est Aristote. Et Aristote, on lui doit d'avoir donné la seule vraie définition valable de la paix, c'est-à-dire la coexistence. Cette idée de coexistence est une idée très forte, hein. Je parlais tout à l'heure du bonorum communio, c'est encore quelque chose de plus fort, la coexistence. C'est-à-dire, nous explique Aristote, il n'y a pas de jeu social autrement qu'en rendant possible la coexistence d'êtres différents. Et au niveau mondial, je dirais de cités différentes, de nations différentes. Et cette idée de coexistence, qui est finalement l'accomplissement suprême de l'humanité, ce n'est pas seulement en contenant la guerre qu'on arrive à la construire, c'est en faisant en sorte que tous ceux
qui est nécessaire à la survie de l'humanité soit respecté. C'est-à-dire que dans le tiroir de la paix, il y a bien sûr l'endiguement des conflits, leur suppression si possible, mais il y a surtout l'intégration globale de la planète, c'est-à-dire la prise en compte de ce qui menace principalement en termes statistiques l'humanité, à savoir le changement climatique, c'est quelque chose en ce moment, mais aussi les grandes épidémies, mais aussi la grande pauvreté. Et tout ceci fait que notre regard se trouve considérablement élargi, et élargi par deux paliers successifs. D'abord en intégrant tous ces éléments comme composantes de la vraie paix, la guerre n'étant qu'une non-paix parmi d'autres, si vous voulez. Et deuxièmement, on comprend ainsi comment on arrivera un jour au bout de la guerre. Parce que de plus en plus, l'irrespect porté aux menaces contre l'humanité engendre des guerres. C'est fou ce que le changement climatique a pu provoquer comme guerre nouvelle. Comment les famines, les pénuries alimentaires, les déplacements de population créent des nouveaux conflits. Et donc, vous voyez que c'est non seulement une philosophie du monde, mais aussi une analyse précise des vrais facteurs de guerre. Donc, il faut le faire aujourd'hui, il faut savoir traiter le conflit ukrainien comme étant pas seulement un mauvais moment qui s'arrêtera lorsque Poutine et Zelensky se parleront, ce qui n'a aucun sens, mais lorsqu'on pensera globalement à la sécurité en Europe. Ça, c'est indispensable. Et de même pour le Proche-Orient, quand on pensera réellement la coexistence de deux peuples aussi respectables l'un que l'autre. Mais bien au-delà, et je voudrais bien insister sur ce point, on a commencé notre entretien en disant que la guerre est de plus en plus meurtrière, mais ne rapporte plus rien à ceux qui la mènent. C'est-à-dire, la guerre est de plus en plus destructrice et de moins en moins constructrice. Donc, la guerre est économiquement irrationnelle, économiquement au sens noble du terme économiquement, alors que la paix a une économie bien plus favorable. Pourquoi, malgré cette évidence, on s'entête dans la guerre? Parce que ça sert les intérêts de ceux qui ont les manettes du pouvoir politique. C'est à nouveau ce décalage entre les dirigeants et le monde. Eh bien, la paix, c'est savoir faire gagner l'humain sur le politique. Pour terminer, ça fait donc, comme vous le disiez, près de 50 ans que vous analysez les relations internationales. Vous avez assisté évidemment à de nombreux bouleversements dans l'ordre du monde. Quel regard est-ce que vous portez avec cette expérience sur l'évolution du monde? Bah, d'abord, moi, j'appartiens à une curieuse génération parce que je suis né dans un monde et je vais mourir, j'espère pas demain matin, dans un autre monde. Je suis né dans un monde international qui était parfaitement codifié par les règles de la guerre froide, et je vais disparaître dans un monde globalisé qui est tout autre, qui a une autre grammaire, qui attend ces normes, qui a besoin de ces normes, hein. Vous savez bien, les normes, elles sortent des sociétés et on n'a pas su transformer le droit en fonction de cette société nouvelle, qui est cette société mondialisée. Donc, il y a là un fossé énorme entre ce que j'ai appris et le réel que je découvre au quotidien. Ceci étant, et pour terminer sur une note optimiste, je vois quand même au fil des années, des décennies qui ont tissé ma vie, que l'humain se révèle et s'affirme. Autrefois, le monde qui n'était pas euro-américain, c'était Tintin au Congo, c'était le tiers-monde, c'était ce qu'on appelait, d'un terme effroyable, la périphérie. Hein, j'ai appris ça à l'université, qu'il y avait le centre, le monde euro-américain, puis la périphérie, hein. En gros, 2 tiers
à l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus de l'humanité, vivez sur le périph', quoi, comme ça. Eh bien, ça, c'est fini. Ça, c'est fini parce que l'humain universel, il s'est imposé. Alors, il s'est imposé à travers une notion dont on aurait pu parler aussi, qui est le Sud global, une notion à laquelle je crois, subjectivement, pas objectivement, parce qu'objectivement, il n'y a rien de commun entre la Gambie et la Chine, mais subjectivement, je pense qu'il y a une mémoire de l'humiliation et une demande de partage qui est commune. Et ça, qui sont communes. Et ça, c'est très important. Mais du coup, il se forme un humain vrai. Et ceux qui dominaient autrefois ne supportent pas que l'humain supplante l'occidental, c'est-à-dire celui qui incarnait la raison, l'universel, qui avait tout seul inventé l'universel. C'est extraordinaire. Et vous savez, pour finir sur une note personnelle, français par ma mère, persan par mon père, j'avais fait un livre pour expliquer ça. Je me demandais toujours pourquoi mon père était de la race inférieure et ma mère de la race supérieure. Je les aimais également les 2 et je les trouvais supérieurs tous les 2 d'ailleurs. Et ça, je crois que c'est en train d'être dépassé. Je suis content d'avoir vu ça. Je suis content de voir que, Jules Ferry n'est plus dans le vrai panthéon des âmes. Eh bien, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Je vais vous poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon vous, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous? Alors, je vais avoir l'immodestie de projeter ma subjectivité, mais c'était un peu le sens de votre question. Moi, je suis un passionné d'art africain. L'art africain m'a toujours profondément séduit, a, attisé mon goût de collectionneur, heu et je crois que grâce à l'art africain, j'ai découvert 2 choses. J'ai découvert l'universel, c'est-à-dire, un autre sens de l'esthétique. Et j'ai découvert l'humain parce que l'homme africain, je dirais, dans sa souffrance et dans ses joies, a réussi à rendre les traits fondamentaux de l'humain à travers une conception de la sculpture où l'expression l'emportait sur la représentation. Et immodestement, je me pas comparerais, mais je me rapprocherais de Picasso. Picasso a révolutionné l'art occidental en découvrant, un masque Fang, les Fang du Gabon, du Sud Cameroun et du Nord Gabon. Et je crois que c'est une belle histoire parce que c'est là qu'a commencé l'universel. L'universel, c'est quand on sait trouver chez l'autre une richesse que l'on n'a pas soi-même. Alors que ce qu'on nous apprend aujourd'hui, c'est qu'il faut verrouiller sa richesse pour ne pas se laisser contaminer par celle des autres. Eh ben, cette aventure splendide de l'art africain, qui est absolument fabuleux, moi je le vis comme étant la cadence de ce nouveau monde.